Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. C'est le guide MPP, hein? C'est un direct de quelques secondes et Il y a une sortie par là? oui, 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 bien sûr. Vous suivez juste, Là? oui, vous suivez le chemin et vous sortez. Et on revient par le parc? Exactement. Merci, monsieur. De rien, madame. On va pas sortir. Si, on peut. Si, vous longez tout droit et Merci. de rien, madame. Alors, dans la vie, vous voyez, il faut toujours être quelqu'un d'ouvert, d'esprit, d'avenant. Et depuis quelque temps, il m'arrive des choses bizarres. Les gens viennent naturellement vers moi, m'embrassent en route, me saluent, me posent des questions, se renseignent. En réalité, vous dégagez quelque chose qui intrigue les gens. Une sérénité qui n'a pas de nom. Et c'est aussi ça qu'on appelle la loi d'attraction. Et vous voyez, je suis en direct. Mais je peux vous garantir que ce qui me frappe, c'est que avant même de lancer le direct, en venant, il y a des dames qui s'arrêtent. Monsieur, vous pouvez nous indiquer. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc ça montre simplement que vous reflétez quelque chose de très positif. Vous avez une assurance. Reine Rose Esther, je peux voir votre visage? Oh, qu'est-ce qu'il a mon visage? Hein? Vous savez, la vie, il faut être inspirant pour les autres, hein, c'est tout. Ne vous demandez pas si on vous aime ou pas. Demandez-vous si vous faites du bien. C'est tout. Est-ce que vous êtes heureux? Finalement, je réfléchissais, quel est même le montant d'argent qu'il vous faut pour être heureux? S'il faut attendre de l'argent. Hein? Voilà. Moi, je n'aime plus montrer mon visage, mais il y a une dame là qui dit montre ton visage. Tout le monde connaît mon visage, hein, ma fille. Donc, j'étais en train de dire, vous savez, quand je suis dans mes planches de méditation comme ça, je n'aime pas trop montrer mon visage. J'aime pas trop. Je vous fais la plupart du temps les directs dans le noir parce que ce visage-ci est un visage. Voilà. Moi, ce qui me plaisait en réalité, c'était de vous montrer. Est-ce que vous voyez ce lac-là? Ça vous rappelle pas le lac hein, dans le Noun là-bas? Ça vous rappelle pas le lac à Baïgon? Ça vous rappelle pas le lac en Konsamba, Manengouba? Ça vous rappelle pas le lac Batier? Ça vous rappelle pas le col Batier? Ça vous rappelle pas l'oignon, les petites rivières comme ça qu'on peut aménager, créer des parcs et les gens se... Donc c'est pas... Je n'avais pas un direct spécifique. Moi je suis en train d'écrire et de travailler. Donc... Mais la beauté de ce lieu m'a poussé, m'a subjugué un peu et ça m'a poussé à... Vous savez, parfois on écrit des choses, on réfléchit, c'est la vie, quoi. C'est la vie. J'ai passé 3 bonnes heures là et le chant des oiseaux. Et je vous disais l'autre jour que c'est quand même épatant. Les Européens n'ont pas de complexe quand il faut aimer la culture bouddhiste, les moines. Ils sont fascinés. Mais quand c'est l'Afrique, ils ont honte parce qu'ils nous ont dominés tellement. Alors que l'art de vivre, si c'est la simplification de la vie. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Chez nous, les gens vivaient comme ça dans les villages. Et les gens allaient à la chasse, à la pêche, au champ. Et tu rentrais le soir, on faisait à manger, les gens mangeaient. Les gens vivent pieds nus. Aujourd'hui, je suis allé à une réunion, le grand maître tibétain, bouddhiste, venait
donné une conférence en France et il n'y avait que des cadres, des ministres et tout, mais il est entré pieds nus avec un drap. Je dis, mais chez nous, les pygmées marchent pieds nus. Donc, ils vendent la simplicité. C'est la simplicité qu'on vend. Geneviève Domergue, ma plus grande chérie. Hein? C'est ma tata chérie. Pour amener les gens à comprendre donc ce que c'est que la vie, c'est pas évident. Rose Reine Esther. Ok. À Valadjam. Merci beaucoup pour votre considération. Trop mignon, papa. C'est dans quel pays vous êtes, papa? Ok. L'enfant, s'il veut m'amener où? Je suis au village à Paris. Je suis à 15 minutes de Paris. Hein. Mais je suis quelqu'un qui... Autant j'aime le luxe absolu, autant le luxe aussi, je le cherche dans les champs d'oiseaux, les forêts, les petites choses. Voilà, c'est ça qui peut amener le développement dans un pays. Quand les gens commencent à chercher. Vous avez vu, il y avait deux dames bourgeoises là, des chaînes en or. Dès qu'elles ont garé des Porsche, mais elles veulent marcher dans la forêt. Nous tous, on a besoin de toucher le sol, d'écouter. Dieu nous parle par ces voix-là. Dieu n'intervient pas là où il y a le bruit. C'est pour ça que prier, c'est méditer. Et méditer, c'est prier 5 fois. Parce que dans la méditation, non seulement vous parlez à vous-même, vous parlez à Dieu, vous parlez aux esprits, vous élevez dans la grandeur. C'est pour ça que quand je fais des directs comme ça, c'est pas des grands directs et il n'y a pas 1000 personnes. C'est normal, mais il y a quelque chose de... C'est plus profond. Hein? Ce matin, j'ai fait un direct à 4 heures, 5 heures, il y avait près de 200 personnes connectées. Et ce soir, j'ai un coup de blues, j'ai envie d'échanger, j'ai pas de... Il faut donner autant d'enseignements que possible parce que demain, nous ne serons plus là. C'est les souvenirs qui vont rester. Alors, je vous ai dit l'autre jour, pour réussir votre vie, ou du moins pour avoir une vie simple, ne vous en faites pas. Hein. Moi, parfois, je pars d'ici à minuit. Hein. Moi, je peux dormir ici. Hein. C'est aussi ça la différence entre les forêts en Europe. Ici, à part si tu tombes sur un psychopathe, un malade mental, les petits fous européens là, qui peuvent te tuer, t'agresser. Mais tu n'as aucun risque ici. Aucune bête féroce ne va venir te dévorer. Il n'y a pas de serpent. Il n'y a rien. Or, notre forêt en Afrique, tout est venimeux. Même les plantes sont venimeuses. Il y a des plantes, elles te touchent, elles te déchirent la peau. C'est ça qui est compliqué. L'Afrique est tellement sucrée qu'elle dégage un venin. Et ce venin, nous l'avons même dans le cœur. C'est pour ça que nos cœurs sont parfois très noirs. C'est très dur. Nous vivons dans des environnements durs de nature. Or ici, l'environnement est assez sain et apaisé parce que l'homme a apaisé les esprits. C'est la spiritualité ici. On apaise les esprits. Je fais la prochaine conférence au Fouquet, ce samedi 26 septembre, mais j'aurais bien voulu la faire. Les prochaines séances, quand je suis les membres de mon académie à Keva, je les amène en Suisse, souvent dans les chalets, en montagne, ou ici on va prendre un lac ou une bonne région, on vient passer un après-midi dans la nature, pieds nus, à réfléchir, et je veux vous apprendre à méditer. Et on va trouver cette formule-là. Hein, Sylvie Mbassi, waouh, au bord de l'eau, c'est génial, c'est génial. La nature inspire. Nos forêts ne sont plus saines. Dommage. Mais parce que nos forêts sont exploitées, nos forêts sont victimes de la surexploitation abusive. Les gens qui viennent couper votre bois là-bas protègent leur bois ici. Donc,
Il faut qu'on arrive à un management où les intelligences vont diriger l'Afrique. Où les intelligences vont diriger l'Afrique. Vous savez, pendant que je parlais de la semaine du mois des martyrs, il y a un médecin camerounais que très peu de gens connaissent qui s'appelait Bébé Idi. Le docteur Bébé Idi, je pense qu'il est même le seul qui a une rue à Douala, la rue Bébé Idi. Voilà. C'était un très grand médecin. Et il était quelqu'un qui voulait, il pensait qu'on pouvait s'entendre avec la France pour qu'on laisse les intelligences gérer. Et quand ils se sont retrouvés à l'ONU, je pense en 1956, Ahidjo était assis avec les Français. Ahidjo était allé du côté des Français. Et il a laissé les Moumiers ici, les Oumyomé d'un côté. Alors que c'était de la souveraineté, il suffisait que Ahidjo vienne du côté des Camerounais et pour dire à la tribune des Nations Unies que nous ne voulons pas la tutelle française, nous voulons l'indépendance tout de suite. Mais comme Ahidjo était fabriqué par le système, la France le tenait. Il y a un monsieur, vous avez vu, il y a une femme qui s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet. Son père, qui était Kosciusko-Morizet, était le porte-parole de la France à l'ONU. Et c'est lui qui avait mis Ahidjo à côté de lui. Que tu vas parler au nom du Cameroun, mais pour la France. Et les Camerounais ne connaissent pas ces histoires-là. Et vous savez qu'il nous faut peut-être 100 ans pour établir la vérité. Et on n'a pas le temps. On cherche tous l'argent. On veut tous être président. On veut tous s'enrichir. Mais la mémoire mémorielle du pays est en ballottage. Les gens ne connaissent pas d'où on vient. Qui a lutté, qui a fait quoi. Combien de gens savent qui est Bébé Idi à Douala, au Cameroun? C'est comme ça. L'autre jour, hier j'ai parlé d'Abel Kingé, le premier secrétaire de l'UPC. Les gens, et après j'ai dit Abel Eyinga, mais Abel Eyinga était le premier candidat de l'opposition contre Ahidjo au Cameroun, en 1970. Personne ne connaît qui est Abel Eyinga. Docteur. Il était ici à la Sorbonne. Il était docteur à 24 ans. Abel Eyinga. L'un des plus grands intellectuels camerounais. Après, il était au secrétariat de Charles Assalé. Il est rentré au Cameroun. On l'a muselé dans un petit bureau. Il est revenu aux Nations Unies travailler pour la Guinée. Il est rentré à Ebolova. Il a essayé d'être maire. Bon, il est mort à Ebolova dans la pauvreté absolue. Donc, Abel Eyinga, voilà des gens qui ont lutté. Mais bon, vous savez, je ne veux pas jouer les historiens parce que les gens n'aiment pas la vérité chez nous. Les gens n'aiment même pas leur histoire. Hein? Frédéric dit pas, Ancha, Emane, de mon Cheras Deido. Donc, l'histoire, la révolution commence par les connaissances de notre histoire. Pour mieux cerner les enjeux de ce présent, pour attaquer le futur. Les gens ne savent pas que les gens comme Poniatowski, lui il est député actuellement, mais son père était déjà, c'est lui le membre de la commission des affaires étrangères, je pense toujours, mais son père, il faut que les gens sachent que la politique en France s'est régénérée. Tous ceux que vous voyez là, leur papa était là, leur grand-père était déjà là. Ils sont propriétaires du Cameroun. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Les Charles Pasqua ont créé le PMUC au Cameroun. Quand vous entendez les Corses, la mafia corse, vous voyez le PMUC, les gens en Afrique parient sur des chevaux qu'ils n'ont jamais vus. En hiver, il n'y a pas de course de cheval, de chevaux, si vous voulez. Mais les nègres sous le soleil, on vous fait parier sur un cheval que vous rêvez de voir à la télé. Et les enfants récitaient Jos Verbeek. Parce qu'on n'a pas la culture. Il n'y a pas de lumière qui parle. Tout le monde est étouffé. C'est pour ça que je suis contre ce système au Cameroun qui est devenu paradoxalement écraseur de liberté.
J'ai dit non, président Biya, fais pas ça. Tu es arrivé, tu avais 49 ans. Tu étais l'espoir, une nouvelle génération, la beauté, le style. Et tu as dit qu'il y a la démocratie. Et puis, aujourd'hui, on est dans une contradiction totale. Les Camerounais sont extrêmement frustrés. Bon, je ne fais pas ce direct pour parler de ça, mais on ne peut pas parler de notre histoire sans parler de l'actualité politique aujourd'hui. Et les enjeux sont énormes. Les gens sont bloqués à l'étranger, avec des centaines de millions de francs dans les comptes. Les gens ne veulent plus investir chez vous. C'est pour ça que, de manière intelligente, il eût été souhaitable qu'on fasse appel à un nouveau management, que les gens acceptent la diversité, qu'on accepte, si vous permettez, si les Camerounais n'acceptent pas la différence, c'est-à-dire le challenge de la modernité, même s'il n'y a pas de transfert de pouvoir, hein, même si c'est une même équipe, voilà, même si c'est une même équipe qui reste aux affaires, mais qu'on nous permette de décoller avec l'économie, que les gens travaillent, que les compétences, j'ai envie de voir les gens briller, j'ai envie de voir un pays bouger, mais les gens ne se rendent même pas compte. C'est comme nos propres odeurs, on ne se rend pas compte. Notre propre haleine nous embaume, mais nous en sommes fiers, c'est notre haleine. Mais il faut que quelqu'un d'autre te dise, mon gars, va prendre ta brosse à dents, ou prends une tige, tu te fasses blanchir les dents de propriété. Donc, nous vivons dans un... Excusez-moi, je vais arrêter cette lecture. Voilà. Je voulais trouver un endroit adéquat. Donc, nous vivons une période où les gens ne savent pas quoi faire. Le leadership est en panne. Le leadership est en panne. C'est-à-dire, les gens ne savent plus quoi faire. Oh. Ma main bloque le micro. Bon, ma balade est alors pourrie. Est-ce que le micro maintenant passe? Calmez-vous, il y aura la télévision, on aura tout le temps. Est-ce que là, vous m'entendez là? Il est 20h, à 20h, je dois être dans mes appartements. Donc, j'étais de disance que l'Afrique souffre d'un manque d'audace aujourd'hui. Il nous faut un leadership très agressif. Que des gens ne fassent pas semblant. Il faut que les gens sachent que les destins des pays, c'est la vie ou la mort. Quand De Gaulle arrive au pouvoir après la fin de la guerre, la deuxième guerre, il veut... Nous sommes en 44, hein, 48, le gars, il démissionne. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas reformer la France. Les gens sont bloqués en France. Les gens ne veulent pas de réforme. De Gaulle va dans son village et il reste pendant 10 ans. Et après, il revient en 58. Et il partira d'ailleurs en 68. Alors, quand De Gaulle arrive, il comprend que si on ne reforme pas la France, elle va disparaître.
C'est là où il applique le CFA, les politiques monétaires pour punir l'Afrique. C'est là où on lance les grands travaux, les autoroutes que vous voyez aujourd'hui, les grandes usines, la planification. Et c'est ce même système qu'ils ont amené au Cameroun. La planification, c'est pour ça qu'on avait regardé le coton, Sodé Coton au nord, le riz à Sancho, la sèmerie Yagua. C'était des études. Aider à l'UQAM, Socapalm, voilà. Douala, Simancam, tout ça, c'est les sociétés françaises. Donc, ils avaient établi leur pôle. Et il n'y avait aucun Camerounais qui était dans ce management-là. Alors, c'est pour dire que si aujourd'hui, nous voulons prendre la responsabilité de construire notre pays, voilà. Si nous voulons prendre la responsabilité de construire notre pays, il va falloir qu'on soit très très grand. Et ce n'est pas... Enfin, pour bâtir l'Afrique, c'est la technologie, c'est la mystique, c'est la spiritualité, c'est beaucoup de science, c'est beaucoup d'intelligence. Or, les Africains sont très intelligents, mais dans les usines des autres. Les Africains sont très évolués, mais dans l'hôpital des autres, ils sont médecins, infirmiers, professeurs, tout ce que vous voulez, mais chez les autres. Le but du développement, c'est comment faire pour que tous les gens là aient accès à une lumière comme celle-ci. Il y a un style de lumière qui apporte l'intelligence dans la vie. C'est des éclairs d'intelligence, de génie. C'est Dieu Dieu intervient et puis on commence à produire l'huile de palme. L'Afrique a un seul problème, c'est l'industrialisation. C'est aujourd'hui là, le seul problème en Afrique, c'est comment créer... Waouh! C'est beau, les oiseaux viennent chanter sur la tête d'une pépé. C'est ça Dieu. Dieu, c'est ce qu'on appelle l'harmonie fondamentale. Dieu, c'est pas le bavardage. Dieu ne peut pas nous aimer autant qu'il nous a aimés et il voit comment on n'arrive pas à bénéficier de son amour. Nous ne faisons rien. Nous faisons tout en réalité pour perdre le temps. Nous faisons la politique de la pauvreté pour perdre le temps. Je m'explique. C'est-à-dire là où il faut, j'espère que vous me voyez bien là, là où il faut une bougie, les gens vont amener la bûchette. Et là où il faut la lampe tempête, on va amener la bougie. Et là où il faut la lumière, les lampadaires, on va amener la lampe tempête. Donc on nous met en retard d'un siècle à chaque fois. Le corona est là pour nous mettre en retard d'un siècle à chaque fois. Les Européens ont décidé de nous maintenir un siècle. Je m'explique. C'est tel que l'évolution du monde part. Parce que nous sommes déjà dans la troisième. Ça, c'est la troisième révolution scientifique et technique qui est en train d'arriver. C'est une société digitale. Vous savez, j'ai vu un documentaire secret aujourd'hui où Israël a créé ce qu'on appelle le laser de feu de Dieu. C'est une machine pour aller intercepter les ballons. Vous savez, les Israéliens sont de l'autre côté et les Palestiniens sont de ce côté. Et les Palestiniens n'ont pas de moyens et ils utilisent la tête pour combattre les Israéliens qui ont toute une armée, l'armée la plus puissante du monde. Les gars gonflent les bonbons de gaz ici. Ils mettent le gaz, ils gonflent dans les ballons et ils font voler le ballon et ça va exploser là-bas dans les champs. Ça crée des incendies. Alors pour les contrer, Israël a créé des machines à 1 million de dollars l'unité. Israël a créé 500 machines à 1 milliard de dollars pour contrer les pompées des enfants
qui ont le gaz, mais parce que ça brûle. C'est ça. Et ils appellent ça le laser, le feu du laser de Dieu. Donc, ils mettent leur force sur Dieu. Ils tuent, mais ils disent que c'est le pouvoir de Dieu. Quand tu vas dire aux Africains de se défendre d'eux-mêmes pour protéger leur terre et tout, nous on croit en Dieu. Mais Israël vous dit qu'ils font tout pour s'armer parce que c'est la volonté de puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Afrique est victime de l'ignorance et les gens qui doivent parler en Afrique ne parlent pas. Les gens qui doivent enseigner n'enseignent pas. Et on a laissé ce continent entre les mains de toutes les petites personnes. Le leadership des petites personnes, des petits leaders politiques, des petits affamés politiques, des gens sans vision politique, des gens qui n'ont pas envie de mettre l'intelligence au-dessus de la force. Il faut bâtir. On dit le Dieu des armées. Il faut qu'une armée fabrique ses chars, pas qu'achète. Une armée doit fabriquer. Une armée, c'est un laboratoire d'intelligence. On ne va pas tuer les gens, mais on réfléchit à ne pas mourir. Et en réfléchissant, on crée des choses qui vont tomber dans le domaine du civil pour aider la population. C'est l'armée qui nous donne les satellites. C'est l'armée qui nous donne les voitures qu'on a là aujourd'hui. Les Jeeps, les Porsche. C'est l'armée qui nous donne la boussole. Donc je suis très mal à l'aise dans des pays où l'intelligence est bloquée. Tout est bloqué. Tout est bloqué. En Afrique de l'Ouest même ça bouge. Mais l'Afrique centrale est un cimetière. De talent, de génie, rien ne bouge. Les mêmes gens sont là depuis 70 ans. On n'avance pas. On ne se pose même pas des questions. Il est même interdit de se poser des questions. Si tu n'es pas libre, tu peux finir un live comme ça, quelqu'un t'appelle et te menace. Tu dis, mais tu me menaces pourquoi? Ma liberté, c'est de m'exprimer. Et nous avons tellement appauvri les gens que les gens ne croient même plus en la vie. Les gens se laissent mourir. Les femmes meurent à l'hôpital, les enfants meurent bébés, les gens vivent de malnutrition. Le peuple est déstructuré, les gens n'ont pas d'espoir. Les gens n'ont pas d'espoir. Et c'est... Comme on dit en anglais, it's amazing. It's amazing. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser ce cap de l'esclavage? Et l'esclavage n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser ce cap de l'indépendance? Et j'ai remarqué que, enfin, c'est ma conclusion, on ne peut pas faire seul et s'enfermer et exclure, ni les Européens ni les autres. Tous les pays africains qui ont essayé de lever la tête, il y a toujours eu 5% de blancs, d'Européens, qui sont venus en tant que maîtres et esclaves chez nous. Et c'est là où des gens comme Mandela, il faut des monuments partout. C'est pour ça que dans le monde, il y a ce qu'on appelle le Mandela Days. Parce que des gens comme Mandela ont domestiqué le pardon. C'est un visage de Dieu, c'est la peur qui a changé de camp. Alors, j'ai suivi, vous savez que Mandela était dans un restaurant, quand il a fini, quand il est sorti de prison, il était déjà président. Et il était en train de manger dans un restaurant. Il y avait en face de lui un petit blanc qui le regardait et tremblait. La sueur sortait de partout, il ne pouvait plus manger. Il regarde, il baisse la tête. Mandela était déjà président. Mandela dit à sa garde, appelez-moi le monsieur. Venez vous asseoir à ma table.
Et ce monsieur qui était assis là, c'était le geôlier de Nelson Mandela. Donc quand Mandela était en prison, c'était un des geôliers. Et Mandela dit, et devant lui, que quand j'étais en prison, une fois j'ai eu soif, j'ai dit à ce monsieur de me donner de l'eau à boire. Il est allé, il a pris la gourde, il a uriné dans la gourde et il est venu me donner. Il dit, tu veux boire? Allez, tiens ça. Et Mandela a développé des réflexes de résistance où il faisait une semaine sans manger, de peur d'être empoisonné. Et il y avait une maman qui a fait pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort, tous les jours elle venait donner à manger à Mandela. Et Mandela donnait aux autres prisonniers. Parce que Mandela se disait, s'il se met à manger, s'il habitue son corps à avoir faim et soif, il peut mourir à tout moment. Donc le blanc qui était là lui serre les urines. Et Mandela dit jamais. Et quelques années après, Mandela est devenu président. Et le gars était là tout tremblant. C'est ça qu'on appelle la hauteur d'esprit. Mandela l'a appelé, servez-vous, mangez. Donc nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, nous ne savons pas où nous serons demain et de quoi la vie est faite. Deuxième chose, ça c'est toujours des dites-moi si le micro est bien. Hein. Armand et Tonde Bumbu, Mouna Yangwam, bonsoir mon frère. Claudel Nana, bonsoir le guide. Akeva, Akeva, Akeva. Merci Claudel. Gaël Chango, oh là là, mais toute ma génération, toute... Ouh, Chanceline Tanga, oh là là, mais tout le monde est là. Mais dis donc, le direct si... Donc c'est pour vous dire que nous qui punissons les gens aujourd'hui en étant très hautains. Et ce qui est bizarre, c'est que les humains n'apprennent pas de la vie. La vie est cyclique. Moi qui vous parle ici aujourd'hui, je n'avais jamais rêvé faire des directs pour des gens qui ne me servent à rien. Aujourd'hui, je suis là, certains se moquent même de moi parce que le tonne d'enseignement que je donne gratuitement, j'ai des amis, j'ai un ami même qui m'a écrit, mais Martial, tu perds ton énergie. J'ai dit, mais mon frère, comment mon énergie te gêne? Rien n'est jeté sur terre. Blondine, Delphine Lamarque, elle me salue depuis l'île Maurice. Bonjour Blondine. J'adore l'île Maurice. Je serai de retour là-bas bientôt. Mais je ne viens pas à l'île Maurice si je ne suis pas accompagné. Donc, parce que les femmes sont tellement belles à l'île Maurice que c'est incroyable. Si tu ne vas pas là-bas avec une femme, tu ne rentres pas. Donc, merci à toi, Blondine Delphine Lamarque. Alors, les humains n'apprennent pas, surtout nous. Quand on a une position de pouvoir, on veut punir les autres, on veut écraser les autres. Et quand la situation bascule, on demande pardon. On fait pitié. Donc, c'est un message que je lance à tous les bourreaux qui sont actuellement partout en Afrique, au Cameroun. La vie tourne. La vie tourne. La roue tourne. Il faut avoir le sentiment de ne rien devoir à personne. Il faut avoir le sentiment d'avoir fait du bien. Ce n'est que ça qu'on laisse dans la vie. Le souvenir que les gens ont par tes œuvres. Que l'homme s'y était bien. Vous savez, quand mon père est mort, j'ai reçu près de 2500 messages de ses amis du monde entier. Parce que mon père est mort pauvre, avec autant de richesses qu'il avait. Il a passé le temps à donner. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça, mais vivez en faisant le moins de mal possible aux autres. Vivez en ayant toujours la main
j'y vais en ayant la main sur le cœur. Et si les Africains comprennent ça, tout ce qu'on a là, les biens sociaux, les routes, la CAF, tout le bonheur que les Européens font là, c'est parce qu'ils ont expérimenté la méchanceté. Ils ont fait les guerres. Ils se sont entretués comme des animaux. Les Européens se sont entretués comme des animaux. Et à un moment, ils ont compris que la vie n'a que de sens quand on aide les autres. Quand on construit, quand on aide, quand l'argent coule, quand tout le monde mange. Mais vous êtes là, on a des grands pays, les gens ne mangent pas. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas d'avenir. Les enfants sont dans le désert. Les gens fuient. Tout le monde a déserté. Tout le monde est en train de fuir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens ne sont plus sereins. Vous savez? Nous, on a connu un Cameroun où les gens mangeaient bien. Il y avait une classe moyenne, les gens travaillaient, les gens vivaient. Aujourd'hui, c'est impossible. Je dis bien impossible. Impossible. Alors ces situations-là me mettent mal parce que ce n'est pas tout le monde qui est mauvais, mais c'est 2 ou 3 personnes qui embêtent tout un peuple. Et je sais que le réveil de l'Afrique va quand même sonner un jour. Voilà. Le réveil de l'Afrique va finir par sonner. Je ne sais pas par quel moyen. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je ne comprends pas pourquoi on peut souffrir autant. Chez nous, tellement les gens sont désespérés que n'importe qui vient leur vendre Jésus, ils acceptent. N'importe qui vient en politique dire qu'il est leader, on le vote. N'importe qui peut se lever là et dire qu'il est homme politique, on le met là-bas. Parce que les gens ont soif. Les gens ont soif de vivre autre chose. J'espère que je n'ai pas perdu mon stylo, attention. Les gens ont soif d'un leadership qui vient du ciel. Il faut, et tous nos grands leaders, tous nos génies n'ont jamais eu la chance de travailler pour l'Afrique. Les Douala Mangabel n'ont jamais travaillé pour l'Afrique, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Les Wandiers n'ont pas pu donner leur amour. Nous-mêmes, nous voici en exil, on ne peut pas. Et ceux qui sont sur place là-bas ne savent pas. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas. Si je vous montre les dossiers qui sont faits à Paris pour l'Afrique, vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez mettre les mains. Donc la conclusion, pour moi, pour un temps, c'est tant qu'on n'a pas maîtrisé la technologie, il faut s'associer à ceux qui savent. Aller appeler l'expertise, même des Chinois. Déjà l'expertise de nous-mêmes entre nous. Hélène et Sommet, bonsoir Hélène. Hélène, bonsoir. On va se retrouver très bientôt. Merci d'être là. Merci d'être là. On va se retrouver au Fouquet pour le 26 samedi. Après, j'irai prendre quelques jours de vacances en Côte d'Azur. Mais je serai toujours avec vous. Et il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a des gens, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens ne comprennent pas que je suis en direct. Bon, les gens veulent participer ou quoi? Bon, en réalité, je ne suis pas dans les conditions du direct. J'étais juste inspiré parce que je suis venu au lac. Et pour déstresser, sortir de ce Paris-là. Et ça coûte pas
1 euro, hein. Mais c'est les bourgeois qui viennent ici, des gens qui viennent dormir, se reposer, voyager. Donc, c'est ce que je voulais dire que... Et vous ne verrez pas un Africain là. Vous ne verrez pas. Hein. Même là où ça ne coûte rien, ils ne sont pas là pour profiter de la nature. Même là où ça coûte, alors ils ne viennent pas. Donc, bref. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jeter des isances. Que le malheur de l'Afrique, c'est qu'on n'a jamais eu la chance d'atteindre vraiment le point de développement X. C'est-à-dire quand la France a un gars comme De Gaulle. De Gaulle qui a tué le système pétainiste du maréchal Pétain. C'est Pétain qui est au pouvoir. C'est eux qui gèrent. Mais il a dit non. C'est cette révolte-là qui crée la France des Lumières qu'on a aujourd'hui. Donc, normalement, logiquement, au Cameroun, qui devait gérer le Cameroun? Je suis fatigué de tenir ce téléphone. Qui devait gérer le Cameroun? Mais c'est tous ceux qui se sont battus contre les colons. C'est ceux qui ont lutté contre, c'est ceux qui ont dit non, qui devaient prendre la gestion du pays. Mais c'est tous ceux qui ont dit oui. C'est tous ceux qui se sont déshabillés. C'est tous ceux qui ont été envoyés par ceux qui sont là pour nous matraquer, qui sont là. Donc c'est ça. C'est ça le drame. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés au pouvoir dans ce monde, c'est ceux qui ont dit non à un système pour libérer le peuple. Imaginez que De Gaulle ait gagné la guerre en France et quand il revient là, c'est les gens du maréchal Pétain qui étaient contre la liberté de la France qui prennent le pouvoir. Mais c'est que la France n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on n'existe pas, parce que tous ceux qui n'ont jamais lutté, tous ceux qui n'ont pas voulu le progrès, tous ceux qui n'ont rien demandé, c'est eux qui ont les affaires aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en Afrique. Mais comment vous pouvez imaginer que vous allez vous développer avec des gens qui n'ont jamais voulu la liberté? Et même quand on regarde la politique aujourd'hui, tous ceux qui gueulent, c'est des gens qui n'ont jamais voulu la liberté. Ils n'ont jamais rien demandé. D'autres sortaient fraîchement de l'école, d'autres vendaient leur michunga à l'avenue Kennedy, d'autres étaient des pousseurs, d'autres étaient à Penja, je ne sais pas, d'autres étaient les ramasseurs de balles, et ils sont là, et ils gueulent à la télé, ils possèdent l'énergie, et ils veulent gueuler sur la République qu'ils ne connaissent pas. Le développement ne viendra donc que le jour où nous allons restaurer la mémoire conquérante, la mémoire de la matrice libératrice. C'est un principe de la vie, c'est celui qui veut qui gagne. C'est celui qui veut qui donne. C'est celui qui a envie qui réussit. Comment vous pouvez rêver, même dans vos rêves les plus fous, que les gens qui n'ont jamais lutté pour quelque chose vous développent? C'est pas possible. La vie appartient aux lutteurs. Les gens profitent des facilités, des micmacs, des petits cercles comme ça, de copinage, et ils s'érigent en visionnaires politiques qui n'ont jamais été. La politique, comme dans la vie, c'est pour ceux qui meurent à la tâche. C'est celui qui travaille qui mange. C'est celui qui lutte qui se libère. Et c'est pour ça qu'il faut tuer le fonctionnariat. Parce que le fonctionnaire, par essence, c'est celui qui travaille pas ou qui travaille peu. Il ne faut aucun effort
il sait que le 30 du mois, il va à la banque. Et c'est cette Afrique-là qui est aux affaires aujourd'hui. C'est ce Cameroun qui gueule. Des gens qui n'ont aucune traçabilité, ni historique, ni rien. Découper maintenant le pays en régions, en clans, en tribus, parce qu'ils en vivent. Ils n'ont pas de projet national. Mais vous ne pouvez pas demander un projet national à quelqu'un qui n'a rien fait. Le réflexe du paresseux, c'est de rentrer au village. Le réflexe du conquérant, c'est de développer le pays, c'est de s'ouvrir au monde, d'appeler des énergies, les intelligences, le capital. Alors là où on vend déjà le tribalisme et chacun vient à la télé et je suis les gens, c'est incroyable votre pays là. Ce Cameroun par exemple qui me choque. Les gens veulent venir justifier la bêtise du repli identitaire par des termes savants. Il n'y a aucun avenir dans la communauté et dans le communautarisme. Nous sommes une communauté d'humains. J'aimerais voir 10 000 Belges au Cameroun, mais qui apportent l'industrie du chocolat pour qu'on récupère notre cacao. J'aimerais voir 40 ou 100 000 ou 1 million de Français au Cameroun pour qu'ils nous montrent comment on fait la baguette et comment on fabrique la Peugeot. Moi, j'aimerais voir. Mais pour que je les accepte, ces Français, Belges, Roumains et tout ça, il faut déjà que j'accepte le Camerounais qui est en face de moi, qui est mon frère, qui est mon cousin, qui est séparé de moi par une rivière. Mais comment je peux cultiver la haine, l'intolérance entre les frères parce que les cours d'eau nous séparent? Par des calculs politiciens, j'ai vu un politique, il expliquait que il faut qu'on multiplie les départements et les régions. Comme ça, il aura plus d'élus. Donc les gens réfléchissent en termes d'élus. Quand on parle en termes de protéger la nation qui est en train de se dissoudre. Donc les gens se voient très vite aux affaires, quoi. Les gens se voient très vite déjà. Et président et ceci. Sans réfléchir à la conception de l'État. De vous à moi, c'est quoi un département? C'est quoi c'est quoi la région? C'est quoi la province quand les Camerounais ont envie de se retrouver en Camerounais? Construire le socle. Le socle identitaire, c'est la nation. Ce n'est pas vos villages. Et depuis que ce débat-là, ça alimente. Ça alimente. Et on paye des gens qui se disent opposants, mais qui sont là en train de créer la dynamite Cameroun. Il faut que le Cameroun explose. Ou bien, il faut que le Cameroun s'éclate pour qu'eux, ils trouvent leur place. Leur place et leur avenir politique dépendent de l'émiettement tribal et ethno quelque chose. Si on coupe le département du sud, du centre, en ceci de département, ça me fait 50 élus. Mais c'est quoi ces élus tant qu'on n'a pas bâti un socle de la nation? Tant qu'on n'a pas géré le leadership au sommet? Tant qu'on n'a pas défini le domaine de définition exactement? La courbe. Un pays ne se déchire pas quand il est en construction. Même si on met chaque département, une commune, un village, une région, il y aura toujours des problèmes dans chaque village. Le problème, c'est de développer l'assiette fiscale industrielle et économique, de rétablir la justice, le partage. La Constitution doit garantir la liberté de tous, le travail, l'avenir, l'éducation, la santé.
On doit travailler sur le biomimétisme, l'industrie. Il y a une seule industrie au Cameroun qui s'installe et crée 100 000 emplois aujourd'hui. Le tribalisme va disparaître. Et quand vous avez la biomasse, vous avez la forêt, vous avez tout ce que Dieu nous a donné, la mer, tout. Qu'est-ce qui peut nous dépasser, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui peut nous dépasser dans ce Cameroun? Ben écoutez, là je vais m'arrêter. Si vous voulez, je vous ferai un direct tout à l'heure. J'ai envie de me concentrer un peu plus sur ma lecture et mes projets là, pour ma conférence. Ceux qui veulent me contacter ou m'écrire inbox peuvent m'écrire sans animosité. Et ceux qui veulent être suivis, coachés, nous avons un cabinet pour. Allez, je vous aime et à tout à l'heure. Ciao, ciao. C'est le guide Mpépé. C'était ma balade. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Moi, je continue. Je vous aime. Akeva, Akeva, Akeva.